Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Mon nom est Mario Cardinal. On est mercredi le 16 août, en avance de ce qu'on avait annoncé sur notre site web, parce que l'émission devait être publiée le 21 août, mais on va la publier un peu plus tôt parce que je m'en vais en vacances. Nouveauté qui n'était pas prévue, donc je vais prendre une semaine de vacances à la mer avec la famille. Donc j'ai Guy Barrette avec moi. Salut Guy. Salut Mario, ça va bien? Oui, super bien. Puis on a aussi un auditeur, mais spectateur ce soir, parce que on a un nouveau venu qui a immigré très récemment à Montréal, qui nous écoute depuis plus d'un an. Laurent Duveau, qui vient de la région de Toulouse en France, qui il a pris contact avec nous et on est allé souper avec lui en Europe, on dirait dîner. Donc, Laurent, si tu veux peut-être en profiter pour dire un bonjour à tous tes anciens amis, partenaires de France avec qui tu as travaillé récemment. Oui, bonjour à tous. Et tout spécialement, j'aimerais passer un bonjour à mes amis et ex-collègues de BeWise à Toulouse. Et je vous fais de gros bisous à tous. À bientôt. J'imagine ils vont dire « Oh, Laurent, ça y a pas pris de temps à réussir à se mettre en contact avec les gens de Montréal. » Guy, on va en profiter aussi avant de passer à l'entrevue elle-même pour expliquer une activité spéciale qui s'en vient à Montréal au mois d'octobre. Donc, je te donne la parole. Oui, alors à Montréal, le 14 octobre, donc c'est un samedi, va avoir lieu le premier Code Camp à Montréal. Donc, Code Camp, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une journée de formation qui est gratuite. C'est une journée, comme on dit, no fluff, code only. Donc, on montre, c'est des sessions de formation. On va montrer du code, des présentateurs ou des conférenciers locaux qui ont des sujets .NET, qui vont parler de différents sujets au niveau du développement .NET. Donc, ça tombe un samedi. Pourquoi un samedi? Ben, c'est pour permettre aux gens qui normalement ne peuvent pas se déplacer durant la semaine pour assister aux journées de formation gratuites MSDN ou des choses comme ça, ou soit même au groupe d'usagers les soirs parce qu'ils ont des obligations familiales. Ben c'est un samedi pour permettre à tous ces gens-là d'assister à une journée de formation qui est gratuite. Donc le site web, on va le mettre sur la page du talk show. Ben en fait c'est www.codecampmontreal.com. Et puis l'inscription va se faire bientôt. On va annoncer les conférenciers, tout ça dans les semaines qui suivent. Puis nous, on va même en profiter pour enregistrer un Visual Studio Talk Show pendant la journée Code Camp. On va en reparler. Faut pas oublier aussi qu'au début septembre, les activités du groupe utilisateur Visual Studio reprennent. Donc, on invite les gens à venir participer aux activités. Ce soir, on fait une petite intro parce que on n'a pas un invité avec nous. C'est essentiellement, c'est un enregistrement qu'on a déjà fait pendant la conférence DevTeach qui avait lieu au printemps passé. On a la chance de pouvoir enregistrer avec deux MVP Visual Studio Team System, Étienne Tremblay, Jean-Luc David, pour ne pas les nommer. Donc, on a fait une émission spéciale sur comment justement démarrer du bon pied avec Team System. Puis, ce qu'on vous présente aujourd'hui, bien, c'est cet enregistrement-là. Bonne écoute! On est à la conférence DevTeach à Montréal, le 10 mai. Puis, avec nous, on a deux invités intéressants pour parler de Team System. Oui, on en profite pour faire des entrevues quand ces sommités du développement .NET sont ici à Montréal. Donc, Jean-Luc David, Étienne Tremblay. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Guy Barrette et Éric Côté qui sont avec moi. Le but aujourd'hui, c'est de discuter avec vous comment une organisation qui déciderait d'adopter Team System, comment elle devrait s'y prendre. Puis d'aller chercher finalement
le cadre de vos expériences parce que Jean-Luc, écoute, tu as écrit des livres sur le sujet, comme consultant, tu aides des organisations à déployer Team System. Étienne, toi, travaillant pour EDS, tu es présentement, je pense, dans les prochains 2-3 mois, tu vas te promener dans 14 pays, déployer Team System pendant 65 jours, si je me trompe pas. C'est ça. Donc, tu as déjà une bonne expérience, mais là, tu vas pouvoir dire même que tu vas l'avoir fait pour... Là, je vais l'avoir fait pour vrai, puis je vais avoir déployé dans plusieurs endroits, oui, absolument. Ouais, c'est la tournée mondiale et Étienne Tremblay, là. C'est World Tour in 65 days. Donc, regardez, ce qu'on peut faire rapidement, c'est vous présenter. Donc, Jean-Luc, toi, tu es un consultant et un développeur.net qui travaille pour Object Sharp à Toronto. C'est ça. Puis, surtout... MVP Team System, forcément, reconnu pour les livres. Un de tes livres qui va être publié dans les prochains jours, c'est un livre sur Team System. Oui. Qui s'appelle Professional Visual Studio 2005 Team System. Puis c'est sur l'édition Rocks Press. Donc, les fameux livres rouges, là. C'est ça. Ouais. Parfait. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir lire ce livre-là avant même sa publication, puis je peux vous dire que c'est un bon livre. Ça couvre le sujet. Donc, ça va assez deep là, si on veut faire une implémentation. Là. Moi, j'ai même fait une revue sur le livre, donc dans les chapitres. Donc, toi aussi, tu as une idée de qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Hein? Mm-hmm. Donc, Étienne Tremblay travaille chez EDS, spécialiste mondiaux pour EDS pour ce qui est de Team System. Mm-hmm. Puis on disait en début d'entrevue que tu vas te déployer dans 14 pays dans les prochains 2-3 mois. Donc, tu vas participer à tout le participer. Tu vas même diriger, je pense, tout le déploiement de ces serveurs-là chez EDS pour... Puis, ça fait quoi, 2 ans maintenant que tu travailles avec le produit, hein? Au moins depuis TechEd 2004. Donc, ça s'approche de 2 ans. Là. Ouais, puis t'es vraiment collé là sur l'équipe de développement à Redmond. Absolument. Je suis avec eux autres régulièrement. Tout ça, on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans la V2. Là. Ça commence tranquillement, mais ça s'en vient quand même. Puis là, comme le produit est sorti, moi, comme on avait parlé avant, là, je suis plus dans les technologies prochaine génération que les technologies courantes. Donc, pour moi, 2005, c'est rendu déjà vu. Là, c'est passé pour moi. Ce qui n'est pas le cas du tout de la majorité de nos auditeurs. Absolument. Donc, ça va me faire plaisir de d'étendre sur le sujet un peu, mais c'est ça. Donc, normalement, dans notre entreprise, les technologies actuelles sont déployées par d'autres groupes, mais on a pris la tutelle de faire le déploiement parce qu'on était tellement dedans, puis on connaissait tellement le produit que on a dit, garde, on va le faire le déploiement. Là. Fait que les prochains 2 mois sont. Donc, t'es prêté de ton groupe pour aider à faire le déploiement. Absolument, exact. Puis Étienne est aussi un MVP à Team System. Aussi, hein. On peut peut-être rappeler aux gens, c'est quoi un MVP? Bon, qui va nous faire une définition vite? Je peux te donner une définition. Allez, vas-y, Jean-Luc. MVP, en anglais, c'est Most Valuable Professional. Puis c'est des individus qui donnent à la communauté des informations qui sont précises, puis c'est des personnes qui sont reconnues dans leur domaine comme des experts. Donc, c'est pas juste, faut que tu ailles comme 2 aspects. Oui, l'expertise, mais démontrer que tu donnes à la communauté. Parce que si tu es un expert mais que tu gardes tout pour toi, tu gagneras jamais le prix d'MVP. Puis si tu es quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans la communauté, mais ce que tu dis est pas très crédible, tu n'auras jamais le titre d'MVP non plus. Effectivement. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Écoute, le sujet qu'on aborde, c'est comment aider nos auditeurs à déployer Team System dans leurs organisations. Donc, messieurs, avant même là, de se procurer Team System, est-ce qu'il y a un prérequis, y a-t-il des choses qu'on doit mettre en place avant même de dire on part et on déploie Team System? Donc, la première chose à faire, comme dans tout bon projet, c'est de regarder qu'est-ce qu'on fait actuellement.
Donc, avant de déployer n'importe quel produit, je pense qu'il faut faire une évaluation de soi, de son équipe, de qu'est-ce qu'on fait comme travail actuellement. Après ça, de dire, bon, ben quand on sait un peu comment on travaille, donc on a-tu une méthodologie, quel genre d'équipe on a-tu une équipe agile, on a-tu une équipe d'entreprise, donc qui est très régimentée par des procédés, tout ça. Donc, on fait une évaluation de son équipe, de son procédé, puis après ça, on dit, bon, là, on sait ce qu'on fait, on va regarder qu'est-ce que le produit qu'on veut adopter va faire. Donc, dans notre cas, le produit qu'on va adopter, c'est Team System. Donc, est-ce que Team System fait des choses qu'on fait déjà? S'il fait des choses qu'on fait déjà, tant mieux. S'il fait des choses pas pareilles comme nous, est-ce qu'on est prêt à changer pour aller dans ce produit-là? Si c'est le cas, c'est bon. Si c'est pas le cas, ben là, faut réviser un peu là, ce qu'on veut faire. Donc, la première étape, c'est vraiment de s'auto-évaluer. Cette notion de s'auto-évaluer, est-ce que ça peut venir de la base ou ça doit venir de la direction? Je pense que c'est les deux. Je pense que la direction doit avoir un buy-in absolument là-dedans, parce que si la direction est pas d'accord à faire un changement drastique, donc d'aller vers des méthodologies, tout ça, déjà là, ça sert à rien, même si ça vient d'en bas, de dire qu'on veut faire ça, ça va rien donner, là. Mais je pense que veut pas, les changements dans les environnements de développement, ça vient souvent de la base. Mm-hmm. Ça vient souvent des développeurs qui disent à leur patron, regarde, je suis allé à une conférence, regarde, je suis allé quelque part, puis... Donc, ça prend une combinaison des deux. Ça prend la volonté de la base là, pour pouvoir faire des changements, mais aussi ça prend une volonté de la direction de faire des changements dans l'entreprise. Là. Absolument. Puis souvent, ce qui est intéressant de faire une évaluation, c'est de prendre les deux points de vue. Si tu demandes, par exemple, aux gestionnaires, eux, souvent, vont voir toute la vie en rose. Donc, ils vont dire, nous, gestion des contrôles, gestion de tous nos codes sources, ça va bien. Puis quand on demande aux gens sur le terrain, ils vont dire, ah non, c'est l'enfer, on a tel problème. Puis dans cette auto-évaluation-là, là, on peut vraiment démontrer, chiffre à l'appui, à quelque part, la valeur que Team System va amener au niveau de l'amélioration des processus. Une des activités que tu vas faire pendant cette évaluation, c'est quelque chose qui s'appelle un POC ou un Proof of Concept. Et puis, c'est à ce point-là où ce que tu peux avoir une adoption des gérants puis des personnes de business. Ce qui était drôle dans ton commentaire que tu as fait, parce que je sais pas, tu étais voir la présentation. Oui, de Joël j'ai vu la hier, présentation de Joël Semenier. Donc oui, parce que je l'ai pas vu, mais Joël m'a présenté ça hier aussi, là, qu'est-ce qu'il était pour dire. Puis moi, je fais adoption de Team System en français demain, là, entre autres, mais c'est que souvent, il y a un gros disconnect de communication entre les gestionnaires puis les développeurs. Puis je pense qu'il faut que tu les mettes dans la même salle. Il faut qu'ils se parlent. OK? Ouais. Ça fait partie du assessment aussi. OK? Parce que c'est sûr que si tu décides de prendre un produit comme Team System, c'est que là, t'es mûr pour passer à une autre étape, en tout cas, dans ta façon de faire. Oui. Puis tes project managers, veut pas, faut qu'ils sachent ce qui se passe maintenant. Tu sais, c'est pas tout d'un coup, ils ont des affaires à faire ou tout d'un coup, il y a plein de rapports qui peuvent être gratuitement, là, ils ont rien à faire, ils ont juste allé sur un site web et regarder le rapport. C'est comme, hey, wow, moi, ça m'intéresse, ça, tu sais, j'ai pas besoin de... Parce qu'un produit comme Team System, ça touche pas seulement les développeurs, là. Ça va toucher les processus d'affaires, ça va toucher le bureau de charge de projet, tout ce beau monde-là. Donc, ça prend un accord, puis faut que tout le monde désire aller dans la même direction, là. Quand je fais une évaluation d'une équipe, c'est vraiment de l'équipe. Je vais aux testeurs, je vais aux développeurs, aux architectes et puis les project managers, puis on s'assied avec eux autres, puis on détermine leurs besoins, puis on essaie de faire un matching avec qu'est-ce qu'il y a dans Team System, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis il y a, dans le processus d'acceptation d'aller vers Team System, il y a la prise de conscience que Team System, tu pourras plus moquer, si je peux utiliser ce terme-là, créer des fausses informations parce que tout devient totalement transparent. S'il y a une activité qui est faite, ben, tu peux plus dire, je vais l'enlever celle-là, je vais la changer. C'est dorénavant, tu vas être transparent sur ce qui se passe vraiment dans les projets. Puis certains gestionnaires, peut-être qu'ils n'aimeraient pas ça. Donc, tu veux-tu dire qu'il y a des gestionnaires qui cachent des choses présentement? Ben, j'oserais pas dire qu'ils cachent, mais peut-être qu'ils aiment ça améliorer, embellir. Ça va être plus difficile, effectivement, de donner des faux résultats parce que Team System ramasse beaucoup de métriques sur plusieurs affaires qu'avant, c'était presque impossible à savoir. Donc, tu sais, sur une semaine, combien de lignes de code qui ont été changées?
Hey, essaye de me dire ça maintenant, là, c'est impossible. Mais avec Team System, maintenant, tout est calculé, tout ça. Tu peux aller faire, donne-moi un rapport de comment il y a eu de lignes de code qui ont été changées cette semaine. Tu vas le savoir. Puis ce que ça va t'aider, c'est de se rendre compte que notre ratio de lignes de code, il change trop. On a trop de code churn en anglais. Ouais. Puis là, on peut se poser la question, pourquoi on a tant que ça? Puis peut-être se rendre compte que peut-être qu'il y a des gens qui sont externes au processus qui viennent trop influencer les changements de requirements. Puis là, tu n'es jamais en contrôle de ton processus. Puis ça va démontrer ça assez clairement, en tout cas. Mais quand on fait du développement agile, on est supposé avoir beaucoup de code churn parce qu'on doit toujours refactoriser, il me semble. Ça dépend. À quelque part, à un moment donné, quand tu as développé des sections, tu devrais pas, en tout cas, y retoucher. Sinon, tu ne viendras jamais à bout de finir ton projet. Avec le temps, le churn devrait descendre, puis les tests devraient monter, puis ton code coverage devrait monter. C'est ce qu'un rapport de vélocité va t'indiquer, là. Il y a une bonne raison pourquoi il y a autant de data dans Team System, c'est que toute l'industrie fait un changement en ce moment. Avant, l'estimation était vraiment mauvaise. Maintenant devinait. encore. Ouais, je sais, mais C'est parce que vous êtes trop en avance, mais la réalité sur le terrain, c'est l'estimation se fait encore beaucoup avec un grand nez. le pouce en l'air. Le pouce en l'air. oui, il y a une bonne raison pourquoi il y a du data dans Team System, tellement de métriques. C'est que l'industrie même, il y a une tendance que l'estimation, c'est vraiment quelque chose qu'on devine. C'est pas, il y a rien de scientifique derrière ça. Ça s'appuyait pas sur des données tangibles. C'est ça. C'est clair. Puis donc, qu'est-ce qui commence à arriver, c'est il y a d'autres domaines où il y a plus de maturité dans le processus. Et on commence à rajouter des principes de maturité dans le processus de développer les logiciels. Donc, à ce point-ci, Team System va mettre en place ces principes-là à travers MSF. Si tu veux monter dans l'échelle CMMI, faut que tu sois capable de prédire ton projet va prendre tant de temps, va durer tant de temps, tout ça. Sinon, maîtriser des processus. Donc, une organisation a fait cet exercice-là, de comprendre comment on fonctionne aujourd'hui. Après ça, donc là, l'étape subséquente, c'est tu analyses le produit système et tu essaies de faire ton matching, si je peux. Faut que tu regardes qu'est-ce que le produit où tu veux aller, qu'est-ce qu'il fait. Donc, Team System, on peut peut-être en parler un petit peu, qu'est-ce qu'il fait. Toutes les affaires. C'est tellement gros comme produit que c'est un peu dur de couvrir tout, là. Mais c'est sûr que dû aux méthodologies qu'il apporte, que tu peux, prendre out of the box. Donc, il donne CMMI et puis Agile out of the box. Tu peux aussi customiser puis faire exactement celle que tu veux, donc à tes spécifications à toi. Ça te permet d'avoir un procédé. Déjà, de mettre un procédé direct dans le produit, là, il vient avec. Puis il accumule des statistiques puis des métriques pour toi, ce produit-là. Puis on s'entend qu'on pourrait dire quasiment que, ce que je me trompe, mais 8 pour 2, en tout cas 80% choisissent le processus agile aujourd'hui dans les déploiements. Parce que c'est celui qui semble peut-être le moins épeurant, en tout cas le plus accessible à court terme pour les organisations. Il y a une grosse différence entre le procédé agile MSF puis disons quelque chose comme Rational RUP. RUP, ça veut dire Rational Unified Process. Mm-hmm. Donc la différence, c'est que RUP, c'est un gros processus. Il y a tellement dedans. Il y a des documents, il y a des sous-processus. Il faut que tu suives. C'est une lourdeur. Une lourdeur incroyable. Et puis, MSF Agile, c'est très petit. Puis, on le grandit quand on a besoin. On peut rajouter des affaires. Il n'y a pas de problème. Donc, on l'adapte à nos besoins. On l'adapte à nos besoins, mais de petit en grand, à la place de rentrer dans un gros processus, essayer d'enlever des affaires. Donc, une entreprise va devoir, au départ, regarder quel processus il doit choisir. Donc, out of the box, le produit vient avec MSF Agile et aussi MSF Agile for CMMI Process. C'est pas Agile, mais c'est MSF for CMMI, là, mais c'est ça. Mm-hmm. La différence entre les deux, MSF for CMMI Process Improvement, la raison que c'est là, spécifiquement, c'est pour aider une compagnie à atteindre un niveau de capacité puis de maturité de CMMI niveau 3. Ça, c'est la plus grande raison pourquoi que c'est là.
La deuxième raison que tu voudrais utiliser ce processus-là, c'est pour le governance. Donc, c'est pour être capable d'avoir un niveau de comptabilité, de traçabilité dans ton processus. C'est vraiment ça. Si tu veux arriver au niveau 3, qui est pas juste d'être en maîtrise de tes processus puis de reproduire toujours tes succès, c'est même d'être capable de tracer des exigences initiales jusqu'au produit final, comment le processus s'est fait. Puis ce modèle-là te permettrait de faire ça. Une petite parenthèse pour nos éditeurs qui voudraient savoir c'est quoi CMMI. On a enregistré une émission il y a à peu près 6 mois, là, quelque chose comme ça. Avec Richard Bass. Richard Bass, bonne exactement. émission. C'est une bonne émission, c'est une bonne vulgarisation là, du processus CMMI. Donc, pour les auditeurs qui seraient intéressés à en savoir plus long, retournez un petit peu en arrière sur nos archives, sur le site web et écoutez l'émission sur CMMI. Puis l'autre processus qui vient out of the box, c'est le processus agile. Oui. Donc, la plupart du temps, je penserais que dans des situations pratiques, tu voudrais commencer avec le processus agile. Et puis, le processus agile, c'est pas vraiment un processus, c'est plus un framework pour créer un processus. Donc, tu peux instancier MSF for Agile Software Development comme un processus. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que tu devrais faire? C'est prendre ton processus puis modifier celui-là pour qu'il soit... L'adapter à ta réalité à toi. C'est ça. Ouais, par exemple, nous, le EDS, on prendra ni un ni l'autre. OK? Puis ça, faut le dire, là. On dit que on peut prendre out of the box l'agile parce que bon, c'est le plus simple à utiliser, puis tu disais 8 personnes sur 10 probablement. Oui, là. Mais en général, ceux qui vont adopter Team Systems, ça sera pas nécessairement des shops avec 10 personnes. Non. Ça va être des shops qui vont avoir beaucoup plus de monde. Puis souvent, ils ont déjà un procédé, puis ils veulent pas le changer. OK? Donc, ça va être d'utiliser des outils, des third parties qui sont disponibles comme l'outil Joel, qui est le Process Template Editor, là. On peut mettre le lien sur le site. On a parlé de Joel une couple de fois. On peut peut-être mentionner qui est Joel? Joel Seminok, c'est le Regional Director de Winnipeg. Et puis, il a écrit un logiciel là, qui pour étendre, il a extendé, donc Team System, avec un produit qui s'appelle le Process Template Editor. Puis ça, on prend, t'ouvres un Process Template qui est donc le Agile, par exemple, et puis tu le modifies à ton goût, là. Tu le modifies à ton goût pour ton entreprise. Donc, l'idée, c'est de partir avec un procédé déjà existant, et puis le customiser à ton goût. Mais si tu fais ça out of the box, c'est des fichiers XML. Okay? Exactement. Donc, c'est beaucoup d'XML, c'est du HTML à éditer, puis tu le ferais pas. Okay? Donc, son produit, il est très, très bon, puis il fait la job très, très bien. Donc, on va mettre un lien sur le site parce que si vous voulez vraiment étendre votre procédé, je vous conseille vraiment pas de le faire avec Notepad. Parce que si on essaierait c'est toujours dangereux d'essayer de compartimenter le monde des développeurs, mais on peut dire qu'il y a deux grandes catégories d'organisations qui pourraient trouver un intérêt. Celles qui sont matures, qui ont déjà des processus, les EDS de ce monde. Puis les autres se disent, nous, on a déjà une façon de faire du succès, on changera pas, donc on veut adapter le produit. Il existe toute une autre catégorie d'organisations qui, eux, pour différentes raisons, n'ont jamais fait le saut à avoir des processus plus matures, qui se disent, voici l'opportunité. Si Microsoft a un outil, ça veut peut-être dire que c'est le temps. Souvent, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'organisations. Donc, eux pourraient peut-être y avoir un intérêt à ce moment-là, d'essayer de s'attacher à ce qui est défini dans le processus agile, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises, comme on parlait tantôt, des petites shops à 10 personnes, 20 personnes, qui en ont un procédé. Mais c'est leur procédé maison. Ils se passent des documents Excel, ils se passent des documents Word, ils mettent ça dans Visual Source Safe ou dans Subversion, peu importe l'outil qu'ils utilisent pour faire du version control, quand ils en font, parce qu'il y en a qui en font pas non plus, c'est ce qu'il y a sur ton bureau, si tu le copies sur le serveur, puis le prochain il prend ce qu'il y a là. Donc, si tu as un semblant de procédé, parce que la majorité du monde a un procédé, veut pas, là, c'est peut-être pas un procédé formel, mais ils ont un procédé. Puis là, c'est bon, voilà une boîte qui a tout dedans. Ce qu'on fait, c'est bof. Ce que les autres font, c'est déjà formel, tout ça. Donc, pourquoi qu'on prendrait pas ça? Okay? Donc, il y a ce groupe-là de personnes aussi, effectivement. Puis, tu as le monde qui sont déjà dans des procédés agiles. Puis là, ils regardent, ce que Microsoft fait, est-ce que ça remplit un peu ce qu'on fait? Puis là, t'as des grumble parce qu'ils sont pas trop contents comment Microsoft a appliqué le procédé agile.
Mais ça, eux autres, c'est leur choix. Ils prennent ou ils prennent pas, là. Et puis il y a d'autres processus qu'on peut télécharger, comme par exemple Scrum, qui est disponible gratuitement. Oui. C'est qui fait Scrum? C'est Microsoft ou c'est un third party? Conchenco, une compagnie Chavarti. Moi, je voudrais juste savoir, une des étapes justement qui va arriver assez tôt, c'est une preuve de concept. Donc, on va vouloir déployer un team system, mais probablement pas comme on va le faire dans la vraie vie, mais juste pour évaluer le produit. Donc, ce type de déploiement-là, ça serait de le faire de quelle façon? Le plus simple, j'ai fait une présentation hier à DevTeach sur la virtualisation. Donc, le plus simple, c'est installer une machine virtuelle, installer le produit dessus, mettre un petit groupe dessus puis le tester. Quand ça marche plus... Donc, l'installer en mode workgroup. C'est ça. Puis l'essayer, tu sais, à 5-6 personnes. Puis la meilleure façon de faire un POC, c'est de mettre les meilleurs dessus. Mm-hmm. Mettre vos meilleurs développeurs, tu fais pas une preuve de concept avec du monde qui sont juniors ou du monde qui n'ont pas nécessairement autant d'expérience parce que t'auras pas nécessairement les résultats escomptés. Je dis pas de pas mettre un junior sur le projet, là, mais ce serait important de mettre du monde qui ont quand même pas mal d'expérience. Comme ça, tu peux avoir un résultat plus concret. Quand les autres vont dire oui, ça fit dans nos procédés ou dans notre entreprise, tu vas avoir ça va être plus facile pour toi de dire oui, j'accepte que mon développeur senior me dit que ça doit marcher, ça va être pas mal bon. Là. Il y a un autre avantage de faire ça, c'est que tu cultives des experts dans le produit. Donc, si tu rentres là-dedans comme un consultant puis tu aides une compagnie à adopter Team System, donc en leur enseignant, en leur donnant de l'expérience avec le produit, ils peuvent enseigner aux autres. Un transfert de connaissances. Oui, c'est ça, un transfert de connaissances. Ces étapes-là sont passées. Donc là, il arrive le grand jour, entre guillemets, c'est-à-dire il y a un projet formel à dire on va déployer. Donc, quelles seraient les étapes? Je nous écoute parler, je veux juste revenir en arrière juste une seconde avant qu'on adresse ça. Je nous écoute parler, puis on a dit, bon, faut évaluer ce que Team System fait, OK? Puis on a parlé, ça fait peut-être 10 minutes qu'on parle, là, puis qu'est-ce qu'on a parlé? Process. Ouais. Mm-hmm. Ça revient au process. Il y a plein d'autres choses dans Team System. On disait au début de la conversation, c'est un gros produit qui nous amène un paquet de choses. On peut aller sur www.microsoft.com/Team System. On va tout avoir les indications de qu'est-ce que le produit fait. On n'a pas été beaucoup là-dedans aujourd'hui, mais c'est pas nécessairement important pour la discussion d'aujourd'hui parce que on se rend compte, veut pas, que pour adopter un produit comme Team System, ça passe par la méthode. Ouais. Donc, faut se dire, on a une méthode, qu'elle soit bonne, pas bonne, là, pas là. On a une méthode, faut la faire. Notre méthode est peut-être ronde, puis Team System, c'est peut-être carré. Fait que là, il faut prendre la décision, est-ce que notre méthode ronde, on veut la faire fitter dans le carré? Si on veut la faire fitter dans le carré, c'est correct, c'est un choix. On fait notre preuve de concept, on décide, ouais, OK, ça fait, là. Ça rentre dans le trou. Ou ben non, on dit, non, ça marche pas. Notre méthode est tellement à part, est pas en ligne avec rien. Donc, soit on en refait une, ou ben non, on la refait, puis ça marche quand même pas. Donc, ça nous intéresse pas nécessairement d'aller un produit comme ça. Sauf que veut pas, dans l'industrie, quand on va développer du logiciel, de plus en plus d'autres compagnies vont dire, est-ce que vous faites une méthodologie conforme, agile, Scrum, tout ça, ou ben non, vous avez votre propre affaire sur le coin. Ah, vous faites votre affaire sur le coin, ça nous intéresse pas. En tant qu'entreprise de consultation, ça veut dire que je vais peut-être avoir des clients qui vont me demander qu'est-ce que j'utilise comme processus, puis qui vont peut-être exiger que j'en utilise n'importe quel, mais qu'au moins j'en utilise un. Oui, puis ils peuvent même te dire, est-ce que tu utilises Agile ou tu utilises Scrum? Mm-hmm. Nous autres, c'est ça qu'on utilise à l'interne. On veut que tu travailles avec cette méthode-là. On peut quand même dire qu'il y a quand même quelques contraintes que le produit, ou en tout cas des présupposés que le produit a, que si t'es pas là du tout, faut même pas que tu penses à essayer de penser pouvoir déployer Team System. Une de ces contraintes-là, en tout cas moi qui me vient, Team System est basé sur le concept de rôle. Donc, les individus jouent des rôles. Il y a au moins 4 rôles qu'on trouve dans ce produit-là qui sont toujours centrales. Développeur, testeur, architecte et gestionnaire de projet. Il y a même un autre rôle qui est analyste d'affaires, ou en tout cas c'est la personne qui aide à définir les exigences, qui est non négligeable non plus. Si vous n'êtes pas organisé par rôle, je ne sais pas si ça se fait faire du logiciel pour organiser comme par rôle, mais s'il y a des organisateurs qui ne fonctionnent pas comme ça, c'est une première barrière difficilement franchissable. Il y en a un autre aussi, qui est non négligeable non plus, c'est Team System présuppose que tu vas utiliser un gestionnaire de code source. Donc, si tu n'as jamais utilisé ça, il y a une barrière à l'apprentissage, que tu vas aussi utiliser, avoir de l'intégration avec des build machines, donc d'avoir des processus d'intégration. Si tu n'as jamais fait ça, il y a encore une grosse barrière.
Présuppose aussi que tu vas commencer à bâtir des tests unitaires. Donc, il y a toute une façon de voir le monde du développement que si t'es pas là, ben peut-être que c'est peut-être pas demain matin que tu devrais déployer. Tu devrais peut-être faire d'autres étapes intermédiaires. Mais par contre, si tu fais aucune de ces choses-là, il y a beaucoup de chances que tu développes encore en VB6. Sauf qu'il y a des choses qu'on peut faire par étapes. Là. J'allais justement dire, Guy, vas-y. Donc, installer un serveur de compilation, un serveur de build, on n'est pas obligé de faire ça le premier jour. Le premier jour. Les tests unitaires, oui, c'est beau, là, mais c'est quand même un gros pas à faire dans une entreprise, une culture implémentée dans une entreprise. Oui, idéalement, les tests unitaires, on devrait en faire au premier jour, mais ça peut venir un petit peu après. Là. Moi, ce que je vous dirais, là, c'est la phrase que je dis toujours, c'est pas parce que tu as tout que tu devrais tout utiliser. Oui. OK? Donc Mario, tu t'es un peu emporté, là, comme c'est correct. Mais parce que toi, t'avais tout, puis tu dis, hey, je veux tout utiliser, OK? Puis comme on dit, c'est un tellement gros produit que justement, tu peux te sentir un peu oppressé par toutes les features que tu as dans ce produit-là, là, OK? Donc, Guy en a mentionné deux, là, très évidents, ou même toi qui as commencé la discussion avec ça, les unit testing puis les builds. Moi, quand je parle d'adoption Team System, ces deux choses-là, c'est les affaires qui sont dans les bas de ma liste d'adoption, là, par rapport à la vitesse d'adoption. Parce que c'est des choses que tu devrais faire. Je dis pas qu'il faut négliger ça. OK? C'est important. Puis plus que tu deviens mature dans ton développement de logiciel, plus que ces choses-là, tu veux vouloir les faire. Mais out of the box, tu vas chercher ce qu'on appelle les pommes là, qui pendent en bas des arbres. Là, les choses que ceux que tu peux ramasser. Les bénéfices que tu peux ramasser avec le minimum d'effort. Exact. Donc par exemple, le static code analysis. Tu fais un crochet, puis tu builds, puis tu l'as tout de suite le résultat. Donc, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as un résultat concret, puis ça t'indique certaines pratiques que tu fais pas bien dans ton développement. Okay? Donc, ça, c'est facile. Le designer, le class designer, right-click, montre-moi la classe, qu'est-ce qu'elle a l'air visuellement. Puis là, tu développes ta classe en visuel puis en synchronisation instantanée. Ça, c'est facile à utiliser, c'est visuel. Le monde peut regarder comment les classes fonctionnent, puis ils peuvent dire regarde, c'est ça que ça fait. Ah, je sais pas. Parce que des fois, tu regardes du code, là, 500 lignes de code, c'est pas nécessairement évident de c'est quoi que ça veut dire une classe qui est grosse comme ça, tu sais. Donc, c'est des choses que on prend les choses qui sont le source control. Donc, on parlait de gestionnaire de code source. C'est facile. Tu right-click, tu dis ajouter au source control. Ça, c'est la première étape du source control. Quand tu t'en vas, après ça, là, tu peux faire des branches, du merging, tout ça. Ça devient high-tech, là. Mais pour commencer, juste de dire, hey, j'ai pas de source control, ou bien j'avais un autre produit comme VSS, par exemple, puis là, je m'en vais à un produit qui me permet de faire toutes ces choses-là. Tu sais, je veux y aller, là. Jean-Luc, tu as fait des proof of concept, toi, dans plusieurs entreprises. Absolument. Qu'est-ce que tu as remarqué, là, où ça pouvait peut-être flancher, où il pouvait avoir des accrochages? Je peux te dire, premièrement, que je suis bien d'accord avec Étienne. Puis, la plupart des entreprises que j'ai travaillé avec veulent implémenter Team System en stage. Donc, c'est pas toute l'affaire tout en même temps, là. Premièrement, ils veulent migrer leur code à Team Foundation Version Control. Donc, on le fait transfert du code, puis ensuite, ils commencent le processus. Donc, c'est pas tout en même temps. Les accrochages. Au niveau des processus, peut-être? Ou peut-être l'adoption au niveau de l'apprentissage? Je trouve que la difficulté vient, c'est quand que c'est le transfert d'une nouvelle méthodologie, d'une nouvelle manière de faire les affaires. Les compagnies sont habituées à des processus qui sont pas clairement définis. C'est ça. Donc, les organisations sont habituées à développer du logiciel dans le flou. Non, mais le premier pas difficile, c'est d'installer TFS. Ouais. Ça commence là. Le monde, il commence à l'installer, puis ils sont même pas capables de l'installer. Fait que là, ça va pas bien en partant, là. Donc, quels sont les types de problèmes classiques qu'on retrouve quand on essaie d'installer TFS? C'est parce qu'il y a beaucoup de... C'est un produit complexe. Premièrement, je vais suggérer que tu suis le guide d'installation exactement comme écrit. Ça, c'est... Tu changes rien, même si tu penses que c'est idiot, rien. tu le suis comme ça. C'est une bonne recommandation. C'est ouais. à la lettre. À la lettre. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'autres morceaux qui font Team System. Donc,
faut que tu installes, évidemment, faut que tu aies un système d'exploitation. Après ça, il faut que tu installes SQL Server. Après ça, il faut que tu installes ton Windows SharePoint Services. Après ça, il faut que tu installes TFS, là, vraiment le core du produit par-dessus ça. Là, il y a des configs. Il faut que ça soit fait avec les bonnes permissions, les bons usagers. Puis dans le guide d'instruction, c'est tout bien écrit. Moi, j'ai écrit des scripts qui font tout ça pour moi parce que j'étais tanné de peser les pitons à chaque fois que j'installais. Puis je l'ai installé à peu près 1000 fois là, si je l'ai pas installé. Là. Donc, je me suis un peu tanné puis j'ai fait des scripts pour ça. Mais tu l'as installé autant de fois parce que ça fait 2 ans que tu travailles avec l'équipe de développement à Redmond. C'est ça. Toi, à chaque fois qu'il y avait un nouveau build, à chaque semaine quasiment, tu scrapais, tu recommençais des nouvelles installations pour donner du feedback. Une chance qu'il y ait des machines virtuelles. Mais le processus, là, ça peut facilement, c'est pas quelque chose qui se fait en 1 heure ou 2, là. On parle peut-être d'une journée, 2 journées, peut-être. 4 heures. Le processus. 4 heures. Ben, là, on le fait en 4 heures, là, mais quelqu'un qui l'a jamais fait, là, moi, je dirais une couple de jours. Ouais, 2 jours. Prends ton temps, tu le fais comme faut, tu installes les affaires, tu penses comment installer tes choses, sur quelle boîte, tout ça. Parce qu'il y a aussi, c'est beaucoup une affaire d'IT, ça. L'installation, ok, c'est pas les développeurs qui s'en sacent un peu là quelque part. Il marche dessus là, je peux-tu me connecter dessus avec mon petit menu puis c'est tout là, ok. Moi, je suis un peu surpris. Vous me dites d'un certain côté, faut pas déroger d'une seule ligne du processus d'installation, mais dans ma tête, je me dis, ça serait bien plus simple si le processus d'installation c'était dire clic next. Je veux dire quelque part, ça aurait pu. C'est parce qu'il y a trop de produits serveurs là qui viennent avec ça. C'est un environnement distribué, plusieurs machines. C'est dépendant sur plusieurs produits serveurs, comme Guy vient de dire. Puis on s'entend que il y en a un de moins. Parce que dans le bêta 1, par exemple, ils utilisaient Adam aussi, qui ont enlevé. Une chance. Adam que, qui est Active Directory Application Mode. C'est ça. Donc, c'était un autre layer pour la sécurité qui était c'était une bonne usage du produit, sauf que ça faisait juste un autre morceau qui était peut-être pas configuré comme il faut. Mais maintenant, il stocke la sécurité dans BD, je pense. Tout est dans BD, c'est ça. En fait, on peut utiliser Active Directory, des comptes Active Directory ou des comptes d'un workgroup. C'est ça. Une des bonnes pratiques, à moins que vous ayez vraiment un groupe des milliers de développeurs, c'est de pas séparer le data tier du application tier, c'est-à-dire la base de données et ton chose, tu devrais le mettre sur la même machine parce qu'il n'y a à peu près pas de raison pourquoi tu les mettrais pas sur la même machine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou? Il y a Buck Hodge sur Internet, il y a une entrée sur son blog qui dit exactement les machines, les niveaux de machines, c'est avec le nombre de personnes que tu as sur ton système. Comment tu devrais installer? Parce que ce que tu apportes là, c'est qu'il y a un single server qu'on appelle, donc le serveur unique, dont la BD, tout est installé sur la même machine. Puis tu as le dual serveur, donc tu as ton côté applicatif est sur une machine, puis ton côté data est sur une autre machine, OK? Et puis, sur son entrée de blog, donc, si tu as 100 personnes, voici le type de machine que tu as besoin, voici la grosseur que tu vas avoir, si tu as 200 personnes, etc. Et puis, ils ont monté jusqu'à 3500 personnes, mais ils peuvent encore avoir plus si on veut. Là. Mais on s'entend, là, la partie installation, là, c'est pas ça qui a le plus d'impact dans l'entreprise. Là. Je pense que c'est la courbe d'apprentissage. Comment on peut se former? C'est le 2 jours qui est difficile au début, mais je voulais faire une autre métaphore que je ferai pas là. Donc, il faut falloir vivre avec les résultats pendant des années. Ouais. OK? Ouais, ça c'est un fait. Donc, si on fait ce choix-là, c'est que on s'embarque. Mais l'avantage, c'est que Microsoft, c'est une plateforme qu'on peut grandir avec. Puis ils vont nous amener dans la V2, puis les autres versions subséquentes, ils vont migrer les affaires. Donc, l'avantage, c'est que si on dit on cache sur Microsoft, on s'en va avec eux autres dans cette aventure-là, ben ils vont nous tenir par la main de version en version, puis ils vont nous donner du support là. Donc, un coup qu'on a déployé, là, il y a un challenge de former nos équipes. C'est sûr, Jean-Luc, lire le livre que tu as écrit, c'est une bonne première pratique, mais outre ça, est-ce que tu as d'autres recommandations à donner aux auditeurs? Pour former les équipes? Ouais. Il y a des pratiques qui sont déjà en place avec des recommandations comment former des équipes. Puis un de ces documents-là, c'est le PMBOK. Donc le PMBOK, c'est le Project Management Body of Knowledge. Mm-hmm. Et puis il y a d'autres avec des connaissances comme ça, c'est comme ça, c'est la première étape pour essayer d'établir. Puis tu parles de PMBOK parce qu'une grande dimension du produit, c'est d'aider à faire la gestion de projet.
C'est ça. qui est souvent été pas le parent pauvre du processus, mais celui où ce qu'on avait le moins automatisé, puis Team System permet d'automatiser puis de ramasser beaucoup de métriques de gestion de projet. Donc, de suivre ces pratiques-là, ça l'aide. C'est ça. Puis, il y a aussi le formatage des équipes dans l'MSF qui est défini. Chaque membre de l'équipe, qu'est-ce qui sont les rôles et puis les responsabilités de chaque membre, puis ces définitions-là. Donc, tu peux certainement suivre ça aussi. Est-ce que autre chose qu'une organisation devrait faire, ou en tout cas, quelles seraient les étapes subséquentes? Donc, on est installé, on forme notre monde, on va où après? Il y a du On budget fait des projets. peut-être, hein? Il faut prévoir le budget, là, parce qu'il y a des coûts à tout ça, là. On parle de faire des tests, des proof of concept, d'installer des machines. Donc, on parle de gens pour faire ces opérations-là, ces proof of concept-là. Peut-être aussi avoir de l'aide externe aussi pour nous aider à moins peut-être perdre de temps. Donc, il faut prévoir des budgets là, tout ça, là. Ah, c'est sûr que tu te lances pas dans cette aventure-là sans avoir un plan d'avance là, de qu'est-ce que tu vas faire, puis dans l'autre que tu vas le faire, là. Je pense que c'est sûr que si on est capable d'avoir du monde pour nous aider à déployer, ça l'aide. C'est sûr que venir à des conférences ou aller écouter, surtout sur le site que j'ai mentionné tout à l'heure de www.microsoft.com/teamsystem, vous allez avoir une tonne d'informations, une tonne de webcasts là, pour vous diriger là, dans un peu là. On s'entend que les compagnies, de toute façon, ils savent que ça leur coûte, tu sais, ils dépensent $1, mais c'est parce qu'ils s'attendent à avoir un rendement plus grand que le $1 que ça leur coûte, là. Oui. Puis on s'entend aussi, là on parle de Team System, on a parlé beaucoup des serveurs, du côté serveur, là, mais ce que ça implique, c'est qu'au niveau client, on doit aussi avoir la portion client, le Visual Studio Team, quelque chose là, où puis ça coûte des sous aussi. Ça coûte pas mal plus de sous que le monde sont habitués d'avoir. Okay? On parle pas d'un produit qui coûte une coupe de 1,000 ou 1,500 $ par poste, on parle de plusieurs, 5-6 000 $. Donc, on va pas se lancer dans un débat de licensing aujourd'hui là, parce qu'on finirait pas là. Ça prendrait une émission juste pour ça. C'est ça. Donc moi, je vous conseille vraiment de pogner un gars de licensing de Microsoft, faire une émission, un podcast prochain. Je pense que vous allez avoir bien les auditeurs là-dessus. Donc, le plus bas que vous pouvez aller, là, c'est Pro, puis d'acheter un CAL pour se connecter à Team System. OK? Donc, une version de Pro, c'est pas dispendieux nécessairement beaucoup. Puis avec le CAL, ben, on peut se plugger au niveau de source control et ces choses-là. Sauf qu'on n'a pas toutes les bonifications comme le unit. On n'a pas l'intégration. C'est ça. On n'a pas on a certaines intégrations, mais on n'a pas la bonification de tous les outils Team. OK? À moins qu'on utilise une version Team, par exemple Team Developer, puis utiliser la version qui vient avec, la version Workgroup. Qui nous permet de brancher jusqu'à 5 utilisateurs. Oui, mais encore, on parle, c'est parce que tu as acheté une version Team Developer que tu parles. Ouais. Moi, je te parle, la version de base que tu peux acheter pour te connecter à Team System, D'accord. c'est Pro. D'accord. Okay? Puis tu achètes un CAL par-dessus, mais avec Pro, tu n'as pas tous les outils là, de bonifiés là, qui viennent avec ça. Sauf que tu peux aller sur le web, évidemment, puis utiliser FXCup, qui a une version encore disponible. Tu peux utiliser NUnit, qui est encore disponible pour la version 2.0. Là, je m'éloigne du sujet de Team System, mais quand même, tu peux quand même arriver à un niveau similaire. Ton point, ce que tu veux dire, c'est il y a une partie serveur. Oui. Ça, faut que tu payes ta déploie, mais un coup que tu as la partie serveur, tu n'es pas obligé forcément de t'équiper tout du côté client en Team System. C'est une stratégie qui pourrait être envisageable, surtout si les questions budgétaires sont un peu serrées. Si les questions budgétaires sont serrées, effectivement. Donc, je voulais aussi rajouter que quand tu achètes Team Foundation Server, tu as 2 CAL qui viennent avec. Donc, tu peux rattacher 2 personnes. OK. Puis quand tu prends une des versions Team, tu as automatiquement un câble. Oui. Hey, on tombe dans le licensing, là, je pense. Puis on en aurait pour 1 heure, là, juste là-dessus. En terminant, messieurs, moi, j'aimerais savoir votre opinion sur est-ce que, justement, cette étape-là d'adoption, est-ce que ça doit être un projet par lui-même? Souvent, les gestionnaires ils voient moins de rentabilité, ou ça peut être un projet intégré dans un développement d'un nouveau logiciel. Puis souvent, c'est l'approche que peut-être beaucoup de gestionnaires vont vouloir parce qu'ils sont capables de justifier économiquement. Quels sont les avantages et les désavantages de chacune des deux options? Donc, moi, je peux te parler de mon expérience chez ADS. Là. On a eu 3 dans le Technology Adopter Program. Là. On a fait 3 preuves de concept différentes pour 3 groupes différents. Et puis, c'était vraiment des preuves de concept d'adoption.
OK. Il y en a un parmi ces trois-là que lui, ils ont fait un projet live, un vrai projet avec, mais ils ont commencé avec Beta 2. Là, okay? Donc, il y a eu toutes les peines et misères, sauf que c'était déjà une équipe agile, connaissait déjà NUnit, connaissait déjà Build, connaissait déjà tout ça. Donc, pour eux autres, cette transition-là se fait assez facilement parce qu'ils étaient habitués déjà à tout ça. Une équipe qui est plus waterfall, ça, c'est plus difficile de dire, regarde, je vais te plugger une affaire comme Team System, ou est-ce que tu es habitué à une méthode plus rigide, puis là, de dire, oh mon Dieu, je suis obligé de faire ça. Donc, je te dirais que, personnellement, les expériences que moi j'ai eues à date, ton adoption devrait être un projet en lui-même, et puis, tu essaies de pas mettre un projet productif là-dessus, parce que tu as déjà du monde qu'il faut qu'ils apprennent à penser agile, OK, les développeurs, tout ça. Puis après ça, en plus, donc d'adopter tout ça, puis en plus, il faut qu'ils livrent le projet qu'ils sont mandatés de livrer, là. Mais je vais te relancer la question, puis je vais te redonner la parole après, Jean-Luc. Si c'est un projet par lui-même, qu'est-ce qu'on on leur fait développer? On prend un mock-up, un projet, quelque chose, tu sais, parce que souvent, il faut quand même pour apprendre, il n'y a rien de mieux que de se mettre les mains à la pâte. Donc, On leur fait programmer une calculatrice. Ce qu'on a fait, nous autres, c'est qu'on a pris des versions. Un des projets qu'on avait, c'était on a pris une version antécédente, puis on a tout migré dans TFS, puis on a continué. OK. Donc, on avait déjà beaucoup de sources, là, du asset, puis on a continué donc, avec ça. vous avez quand même mélangé un projet de maintenance dans ce projet-là. Effectivement. Donc, un projet de maintenance peut être une stratégie intéressante. Peut être une stratégie intéressante, absolument. Et Jean-Luc, qu'est-ce que tu vois, toi, en consultation? En consultation, il y a beaucoup de compagnies qui ont des projets .NET 1.1 et 1.0, puis ils veulent commencer à développer avec des projets 2.0, puis Team System, ça semble être le meilleur choix. Le meilleur choix pour une transition comme ça, juste de code. Donc, je trouve que commence à 9 avec Team System, puis c'est leur approche, en fait. Donc, mais est-ce qu'ils font dans un projet parce qu'ils ont quelque chose à développer spécifiquement? Ouais. Habituellement, ils incorporent l'adoption avec Une migration. La migration, oui. Okay. Donc, toi, tu vois en consultation, parce que tu fais de la consultation Team System, tu vois beaucoup d'entreprises. Ce que tu vois, c'est un peu ce que Étienne mentionnait, c'est on prend un projet qui existe déjà là, avec le framework 1.0 ou 1.1, on le fait migrer, puis en même temps, on fait notre projet là, d'implémentation de Team System avec cette migration-là. C'est ça. Puis on essaie que ça soit pas nécessairement un gros projet, là. OK? Puis l'autre chose, c'est comme je voudrais dire en terminant, là, c'est que depuis tantôt, on dit, tu sais, on regarde la métaux, on regarde beaucoup de choses comme ça, là. Mais tu peux utiliser Team System comme tu utilisais ton environnement de développement avant. Dire, moi, le MSF Agile, là, ça m'intéresse pas. Je vais avoir Team System parce que je vais avoir le Source Control Manager qui est plus robuste que ce que j'avais avant. Puis je vais avoir mes outils de développement. Puis je veux faire comme je faisais avant. Mon même procédé. C'est faisable, ça. Tu peux faire ça aussi. OK? Donc ça, parce qu'on a dit tantôt, tu peux pas adopter, à moins que tu prennes la grosse métaux puis tout, t'as pas besoin de prendre la métaux. Si ça t'intéresse pas la métaux, t'apprends pas, puis tu fais ce que tu fais. Puis là, tu peux tranquillement dire, ah, regarde, il y a des items de travail, des work items. Hey, je pourrais utiliser ça. Au lieu d'envoyer des spreadsheets tout partout, ah, regarde, il y a ça. Puis là, tu adoptes tranquillement les features. Un petit train va loin. Un petit train va loin, OK? Parce que c'est important. Il y a beaucoup de monde là, qui voit ça comme n'importe quel autre produit. Tu vois SQL Server, hey, moi, je veux utiliser toutes les features de SQL Server. Non. C'est une base de données. Tu peux t'en servir juste comme un engin de base de données. Tu n'as pas besoin de faire d'intégration, du reporting, de tout ça. Donc, il faut faire bien attention quand on voit ces produits-là. Microsoft, il nous donne des milliards d'affaires en fait de fonctionnalités. On ne veut pas nécessairement tout avoir. Donc, on prend ce qu'on a besoin tranquillement. Écoutez, on vous remercie beaucoup de votre temps. Puis je suis sûr que dans les années futures, on va pouvoir encore continuer à parler de Team System. J'en doute pas. Oui, puis en terminant, on peut peut-être mentionner le livre de Jean-Luc. Donc, je vais répéter. Mon livre, c'est Professional Visual Studio 2005 Team System. C'est disponible à tous les magasins de livres. Dans toutes les bonnes librairies, oui. C'est ça, on va les mettre le bonnes lien librairies. sur le site. Et puis, ça va être disponible commençant lundi. Et je pense que tu es en train déjà de travailler sur un autre livre de Team System. C'est vrai, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Professional Team Foundation Server. Ah. Et puis ce livre-là va être disponible dans une couple de mois.
On va suivre ça avec attention. Puis Étienne, on va continuer à lire ton blog pour savoir où est-ce que tu Où est-ce es que sur t'es la dans le monde? planète. Je vais essayer de mettre Virtual Earth, le pointer vraiment où est-ce que je me trouve au moment où je vais être à ce moment-là dans les prochaines 8 semaines. Mais comme tu mentionnais tout à l'heure, si tu vas se produire ça en août, le monde, ça va déjà être passé. Ouais. Mais merci encore de l'invitation, Mario. C'est le fun, c'est la 3e fois que je viens, puis je suis sûr qu'on va trouver d'autres sujets. Pas de problème. J'aimerais te remercier aussi. OK. Merci, messieurs. Pour terminer l'émission, on va faire la section sur les actualités avec Guy. Donc, Guy, quelles sont les actualités qui ont retenu ton attention ces jours-ci? En fait, il y en a une grande. C'est l'annonce par Microsoft de XNA Game Studio Express. Pour ceux qui suivent les émissions depuis belle lurette, on a parlé d'XNA il y a quelques mois où on avait quelqu'un de Redmond qui était venu nous parler un petit peu du concept derrière tout ça. En fait, XNA, c'est la plateforme de développement de jeux de Microsoft. Donc, le but, c'est Microsoft, son but, c'est d'offrir une plateforme où les développeurs vont pouvoir développer des jeux qui vont être déployés sur plus qu'une plateforme. Donc, on parle par exemple PC, Xbox, peut-être éventuellement d'autres plateformes de type PlayStation ou quoi que ce soit. Ce que Microsoft vient d'annoncer, c'est une version express de XNA Game Studio qui va être disponible gratuitement. Donc, ce que ça fait, ça va étendre Visual Studio, en fait Visual C# Express, pour pouvoir développer des jeux finalement qui vont évidemment tourner sous la plateforme Windows. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les jeux qu'on va pouvoir développer vont pouvoir aussi tourner sur Xbox 360. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de significatif parce que pour un frais vraiment minime, on parle d'à peu près $100 américains par année. Donc, avec votre Xbox 360, vous allez pouvoir acheter un subscription qui va vous permettre de déployer les jeux que vous avez codés sur votre PC, donc avec XNA Game Studio. Donc, les tester sur votre Xbox 360, puis peut-être éventuellement les publier. Donc, on sait que les plateformes de jeux, normalement, c'est des plateformes qui sont très, très, très fermées. Ça prend des kits de développement qui sont dispendieux. Donc, Microsoft vient d'ouvrir un peu la porte aux développeurs là-dessus. Puis je pense que ça devrait générer un buzz là vraiment, vraiment énorme là-dessus. Donc, ça va être vraiment à suivre. Puis de voir, évidemment, quand on parle de version express, on parle de version qui est gratuite. Pour terminer, la prochaine assemblée du groupe d'utilisateurs Visual Studio Montréal, ça va avoir lieu le 11 septembre prochain. Et on va avoir quelqu'un de Microsoft Canada, donc Christian Beauclair, qui est un nouveau venu dans l'équipe MSDN Canada, mais qui travaille chez Microsoft depuis, je pense, bientôt une douzaine d'années. Christian va nous présenter une conférence sur Atlas, donc le développement Ajax, finalement, avec la plateforme Ajax de Microsoft, qui est Atlas. Donc, pour les développeurs web qui sont intéressés par Ajax et Atlas, ça va être une conférence à suivre, donc le 11 septembre prochain. Puis nous, on va terminer en vous invitant à nous suivre, à revenir au début septembre. On va avoir une émission sur l'automatisation avec Nantes. Puis notre invité va être Carol Sainte-Marie. Puis sur ça, on espère vous revoir bientôt. Moi, j'en profite de partir en vacances. Visual Studio Talk Show.